Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. All cops are bastards, selon le slogan bien connu. Mais pour autant, faut-il abolir la police et pourquoi ? Si la police ne nous protège pas, à quoi sert-elle ? Que sont les violences policières ? Comment dépasser la simple critique de la police pour enfin en finir avec elle ? On tente d'y répondre ce soir avec Gwenola Ricordo dans un ouvrage regroupant de nombreux textes et manifestes abolitionnistes qu'elle a dirigé pour les éditions Luxe. 13-12 raisons d'abolir la police, sorti ce début janvier. Il permet donc un recul critique sur cette institution intouchable et pourtant largement décriée. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Depuis le confinement lié au Covid et ce douloureux sentiment d'enfermement depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, les figures abolitionnistes pénales semblent avoir un petit peu plus la parole dans les médias. En outre, les violences policières en Belgique ne sont pas un fait nouveau. La triste actualité de la mort de Sourour la semaine dernière dans un commissariat de Bruxelles remet le sujet au cœur du débat. D'aucuns disent que c'est notre état de droit qui est menacé par ces faits de violence. Le Centre d'action laïque souhaite que les valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité soient traduites par les forces de l'ordre. Pour autant, donc, faut-il abolir ou réformer la police ? Et nous sommes ravis de recevoir ce soir Gwenola Ricordo. Bonsoir Gwenola. Bonsoir. Vous êtes sociologue féministe, professeur associé en justice criminelle à la California State University de Chico. Vous êtes connue pour vos travaux sur l'impact du système carcéral sur les femmes dans une optique abolitionniste. Et vous dites d'entrée de jeu, je déteste la police. Vous ajoutez que c'est une position politique de détester la police. Cette posture, un peu révolutionnaire aussi, quand on n'a pas de grief personnel comme vous, comme moi, à son égard, vivre libre, c'est vivre sans police pour vous, Gwenola ? Oui, c'est ce que je défends dans ce livre et ce que nous défendons avec tous les auteurs réunis dans cet ouvrage. C'est-à-dire que nous défendons, dans une perspective abolitionniste, l'idée que la police est forcément l'ennemi des causes progressistes, des luttes progressistes. Et donc nous assumons cette conflictualité et c'est à ce titre que nous disons que pour les forces progressistes, la police est un ennemi. Et du coup, nous refusons cette idée qu'il pourrait y avoir une police alliée des causes progressistes. L'abolitionnisme de la police, est-ce qu'il s'inscrit dans un mouvement plus large dont on parle souvent, l'abolitionnisme pénal qui est né au milieu des années 70 avec des figures assez connues, Nils Christie, Luke Hulsmann, Ruth Morris, Angela Davis. On ne peut pas dissocier les deux pour vous ? Alors, je vous coupe, mais je rappelle que vous avez évidemment écrit un ouvrage sur les femmes et la prison aussi. On peut dire que l'abolitionnisme de la police a une généalogie assez complexe qui d'ailleurs mérite d'être travaillée davantage avec cette filiation qui la rattache au mouvement pour l'abolition du système pénal. Donc un mouvement, comme vous le dites, né dans les années 70, à la fois aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Mais quand on regarde plus précisément l'histoire de l'idée d'abolir la police, on voit que cette idée-là, ce projet-là s'inscrit en fait dans beaucoup de projets révolutionnaires. On retrouve aussi cette idée-là dans les mouvements radicaux noirs. Les Black Panthers, en fait, ont fourni un certain nombre d'analyses radicales et aussi des stratégies qui nous permettent de penser des stratégies d'abolition de la police. Quand on parle d'abolition de la police, ça fait même presque un petit peu peur, parce qu'on se dit, mais que mettre à la place ? Comment va-t-on s'en sortir dans cette société ? Puisqu'on va déconstruire le mythe dans quelques instants, notamment cette idée de sécurité que la police nous apporte. Est-ce qu'on a des exemples d'abolition qui fonctionnent ou qui sont déjà en place de par le monde ? Alors, moi, je voudrais faire un petit pas de côté et dire que le chaos auquel souvent les légitimistes, ceux qui pensent et qui sont en faveur de l'institution policière, ils agitent toujours cette idée d'un chaos qu'il y aurait sans la police. Mais le chaos, il est là. Nous sommes dans une société qui est extrêmement cruelle, extrêmement violente. Et plutôt que de dire que l'absence de police créerait du chaos, je pense qu'il faut au contraire se dire que c'est aujourd'hui que la police en fait participe de cet ordre inégalitaire. Elle est le bras armé de l'État et à ce titre, elle crée des
violences qui sont souvent non dites parce que c'est des violences qui ont un caractère structurel. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'insécurité, en fait, on parle essentiellement de violences interindividuelles et on laisse dans l'ombre toutes ces violences à caractère structurel. Alors, vous posez la question de société sans police ou de forme d'organisation sans police. Et là aussi, je ferai un pas de côté en disant que aujourd'hui, pour l'essentiel, les préjudices, les torts, les conflits sont traités en dehors du système pénal et en dehors de la police. Et en fait, il y a de multiples façons de faire. Et je dis cela parce que, à l'opposé de l'idée d'un vide que créerait l'absence de police ou cette idée de chaos, il faut aller voir plutôt du côté de nos savoir-faire, de nos pratiques. Et à l'échelle de l'histoire de l'humanité, les sociétés sans État, les sociétés sans police sont pas une anecdote. Et que du coup, plutôt que de penser que nous manquerions de quelque chose si nous n'avions pas la police, il faut aller voir du côté de ce que l'on a su faire, de ce que l'on sait faire aujourd'hui. Parce que le mythe fondateur de propagande de la police, c'est quand même cette fameuse sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, la police assure notre sécurité ou à l'inverse, vous venez un petit peu d'en dire quelques mots, est-ce qu'elle est encore là pour notre sécurité, la police ? Alors, la question, c'est de quelle sécurité parle-t-on ? Et effectivement, on peut dire que la police fonctionne bien lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de l'État, de protéger la propriété privée. Et donc, finalement, votre question, c'est à qui profite la police ? Et lorsqu'on pose la question à qui profite la police, on peut dire qu'elle profite au capitalisme, qu'elle profite au racisme structurel, qu'elle profite au patriarcat. Et donc, il s'agit pour nous, abolitionnistes, de renverser en fait cette manière dont on présente souvent l'insécurité et la sécurité comme des vases communicants dans lesquels la police nous protégerait. Mais qui est ce nous ? Et c'est certainement pas les classes populaires, c'est certainement pas les personnes racisées, c'est certainement pas les femmes. Vous avez tout à l'heure, vous faites un pas de côté, je vais en faire un petit aussi parce que l'actualité est importante. Cette mère de famille, Sourour, qui a été placée en cellule de dégrisement à Bruxelles dans un commissariat. Le terme même de cellule de dégrisement pour une femme, on en a parlé, vous avez écrit beaucoup là, sur le sujet de l'incarcération des femmes. Une cellule de dégrisement, est-ce que ça a un intérêt quelconque et pour qui ? Alors certes, dans une société égalitaire, on pourrait imaginer qu'on ait besoin d'espace pour permettre à certaines personnes d'être accompagnées ou d'avoir des espaces dans lesquels elles puissent accéder à des soins ou en tout cas d'être aussi protégées si éventuellement elles se mettent en danger. Mais il est évident que lorsque c'est ce qu'on va appeler les cellules de dégrisement, mais en fait, toutes les manières de policer les individus, aujourd'hui, c'est évidemment rien à voir avec ce à quoi on peut aspirer. On peut à la fois s'entendre sur le fait qu'on a besoin de care, on a besoin de soins, on a besoin de communautés dans lesquelles ne règne pas l'individualisme et cette idée que chacun devrait se prendre en charge. On a au contraire besoin de solidarité. Le soin en fait partie, mais ce que propose la police aujourd'hui, ou d'ailleurs nombre d'institutions psychiatriques, c'est des formes de coercition au nom de notre protection, et tout ça est de l'ordre de... contribue aussi à des formes de répression sur des populations spécifiques, et on le sait bien, au nom de la soi-disant protection des personnes, ce sont en particulier les personnes souffrant de troubles mentaux, les personnes racisées, les populations les plus vulnérables, qui sont l'objet de mesures de répression, encore une fois, au nom de leur propre protection. Vous vous êtes concentré dans cet ouvrage sur des textes émanant et faisant le compte-rendu, en tout cas la photographie de l'Amérique du Nord, plus que de la France ou l'Europe ou chez nous. Mais est-ce que vous pensez que la police est la même partout ? Est-ce que dans sa systémique, en tout cas, c'est la même chose ?
Alors on peut toujours aller regarder du côté des nuances, des différences. Il est vrai que la police états-unienne n'est pas la police belge ou la police française. On peut aller regarder du côté de l'histoire des forces de police. Il est par exemple bien connu que l'histoire de la police états-unienne est extrêmement liée, intrinsèquement liée à l'histoire de l'esclavage et au policing des populations africaines-américaines, des populations autochtones. Donc tout ça est vrai, et lorsque on est dans l'espace nord-américain, on évoque généralement les polices européennes comme des exemples de meilleures polices. Mm-hmm. Mais une fois que l'on a dit ça, et à part évidemment toutes ces nuances, ces spécificités historiques, ces spécificités même contemporaines qui permettent de dire notamment que la police états-unienne tue davantage que n'importe quelle police européenne. Une fois que l'on a dit tout cela, quand on regarde les fonctions de la police, ce à quoi elle sert, sa nature profonde est la même dans toutes les sociétés capitalistes, racistes, patriarcales. Et à ce titre, d'avoir des textes, des analyses, des luttes menées dans l'espace nord-américain, à mon avis, ont un intérêt dans l'espace francophone, à la fois pour permettre de faire circuler des réflexions, des exemples de luttes, mais aussi pour faire des bilans critiques des luttes menées depuis le meurtre de George Floyd, puisque, encore une fois, je ne pense pas qu'on soit dans une différence de nature entre les espaces nord-américains et les espaces européens. Gwenola Ricordo, quand on parle de violences policières qui sont une réalité, il est important de préciser évidemment que seule une minorité des policiers sont auteurs de tels actes. Cependant, vous le dites, cette minorité entache l'image de l'ensemble de la police parce qu'elle ajoute à cela un sentiment d'impunité de la police. C'est ce que vous pointez, c'est vraiment cette impunité. Et alors, à part des exceptions remarquées, notamment dans la condamnation de Derek Chauvin, le meurtrier de George Floyd, justement, dont on vient de parler, c'est quand même ça le problème aussi. Alors, je vais être un petit peu en désaccord avec vous parce que c'est finalement, d'un point de vue abolitionniste, assez peu intéressant pour nous de distinguer les bons et les mauvais policiers, de la même manière que nous sommes assez peu intéressés à distinguer ce que serait une bonne et une mauvaise police. Alors, vous évoquez Derek Chauvin, et il est vrai qu'il a été condamné, il a d'ailleurs été fortement condamné. On peut considérer que sa condamnation est une forme importante de reconnaissance de la gravité de ce que Derek Chauvin a fait, donc de la gravité de ce meurtre policier. Et en même temps, on peut souligner le fait que parmi les personnes, les institutions qui se sont réjouies de cette condamnation, parmi celles aussi qui sont venues témoigner contre Derek Chauvin, il y avait à la fois des policiers, mais aussi des syndicats de policiers. Et c'est tout à fait logique, puisque de leur point de vue, défendre la légitimité de l'institution policière passe par cette idée qu'on pourrait avoir une police qui rende des comptes. Et c'est notamment l'objet d'un des textes réunis dans cette anthologie, un texte de Yannick Marshall, qui critique toute cette rhétorique de demander des comptes à la police. Non, alors, on peut dire ça tout en reconnaissant le caractère scandaleux de formes d'impunité et le caractère même insultant qu'il peut y avoir à des formes d'impunité de la police. En même temps, nous, d'un point de vue abolitionniste, nous ne pensons pas qu'on pourrait réformer la police en condamnant certains individus. Et pour dire peut-être les choses plus brutalement, nous ne pensons pas que le problème est un Derek Chauvin ou des Derek Chauvin, et du coup qu'une amélioration de la police passerait par le recrutement de meilleurs policiers ou des policiers mieux formés. Il est important de rappeler que la police de Minneapolis, la police qui a tué George Floyd, faisait partie des polices les plus réformées des États-Unis, et que depuis le meurtre de George Floyd, les meurtres policiers n'ont pas régressé malgré toutes ces réformes, malgré cette condamnation lourde. Et du coup, la condamnation lourde de Derek Chauvin n'a pas un caractère dissuasif auprès des autres policiers. Donc, d'un point de vue de l'effet de la condamnation, il y a beaucoup de raisons de douter en fait de l'intérêt même de condamner un Derek Chauvin ou d'autres policiers. Et c'est exactement ce qu'on apprend effectivement dans ces textes formidables, dans votre livre. C'est que
toute l'éducation qui s'est mise en place effectivement pour contrer un profilage ethnique, comme on le dit gentiment, mais qui en fait est un racisme structurel, ne sert à rien. C'est ce que défendent beaucoup de réformistes évidemment, mais ça, le réformisme, avec les exemples aux États-Unis, vous êtes évidemment contre, et vous pensez qu'à l'avenir il n'y aura aucun moyen de s'en sortir, si ce n'est d'abolir ? C'est effectivement la ligne qui est défendue d'un point de vue abolitionniste, de rompre avec tous les discours réformistes et cette illusion, cette utopie qu'il y aurait la possibilité de réformer la police. Et cela peut s'entendre à plusieurs niveaux. D'abord parce que les réformes qui sont faites de la police ont généralement très peu d'effets, voire parfois ont des effets négatifs, des effets contre-productifs. Donc d'un point de vue pragmatique, il est totalement illusoire de perpétuer ce cycle scandale autour de la violence de la police, et puis ensuite proposition de réforme, mise en place de réformes, et puis finalement retour à cette même situation. Et puis il y a un autre niveau, on peut aussi dire que quelles que soient les réformes que l'on puisse imaginer, cela ne changera pas en fait la fonction même de la police, qui serait illusoire de penser une police qui serait antiraciste, une police qui serait féministe, et d'une police finalement qui n'aurait pas la fonction qu'elle a aujourd'hui dans la société actuelle. Et donc c'est à ce titre-là que nous faisons rupture avec les discours autour des dysfonctionnements de la police, et nous disons au contraire, la police fonctionne parfaitement bien, ce pourquoi elle a été créée, ce pourquoi elle est utile dans la société actuelle. Ou alors il faudrait opérer un changement profond de nos sociétés, donc changer de paradigme, puisque vous dites la police effectivement elle répond à un besoin de l'État, un besoin du patriarcat. Peut-être qu'à l'avenir, et imaginons, soyons utopistes, et je me fais peut-être l'avocat du diable, dans quelques sociétés, peut-être pas partout dans le monde, mais certains pays pourraient peut-être amener des réformes sur base d'une société qui aurait changé, avec une éducation. Ici au Centre d'Action Laïque, on travaille beaucoup aussi sur l'éducation des jeunes, sur les cours de philosophie citoyenneté, sur l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Peut-être qu'il y aurait dans 20, 30, 40, 50 ans moyen d'eux. Alors, moi, je m'inscris dans un abolitionnisme qui ne se pense pas en dehors d'un projet révolutionnaire, d'un projet de changement radical de société. D'accord. Parce que, effectivement, on pense que dans une société telle qu'on la connaît aujourd'hui, on pourrait imaginer une abolition de la police, notamment parce qu'on voit aussi un développement de technologies de surveillance et de contrôle qui pourraient tout à fait venir se substituer à la police. On voit aussi de quelle manière certaines fonctions de la police peuvent être attribuées à d'autres corps de métier. Je pense notamment aux travailleurs sociaux, et c'est l'enjeu d'un des textes présentés dans cette anthologie, comment ne pas faire du travail social finalement un travail policier. Donc du point de vue que je défends au sein de l'abolitionnisme pénal, il y a pour moi la nécessité de rappeler que ça doit s'inscrire dans un projet révolutionnaire, anticapitaliste, antiraciste, antipatriarcal. Alors, qu'est-ce qu'on met sur la table comme proposition, on va dire ça veut, un cadrage citoyen différent du CARE, de l'entraide ou du travail en amont pour prévenir les vols, que sais-je, le vandalisme, les agressions en rue, sur les femmes, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? Alors, il y a chez les abolitionnistes des débats sur les stratégies pour justement atteindre l'abolition de la police ou l'abolition du système pénal. Pour certains et certaines abolitionnistes, il y a effectivement cette idée de développer des espaces dans lesquels on développe des pratiques sans police, des manières de faire, des manières de gérer des conflits, de gérer des préjudices, en ne recourant pas au système pénal et en ne recourant pas à la police. Ça, c'est vrai que c'est une stratégie relativement importante et qui a un intérêt, puisque ça nous permet d'expérimenter, voire de préfigurer des manières de vivre sans police. Et puis, pour d'autres courants abolitionnistes, il y a plutôt une stratégie de l'ordre de l'affaiblissement, dans un premier temps, de l'institution policière, et donc une lutte, on pourrait dire,
pas à pas pour faire régresser le champ d'action de la police, avec cette idée que il faut construire des communautés fortes pour éviter le recours à la police et donc proposer d'autres modèles de vie collective. Vous avez évoqué le soin, le care. C'est vrai que c'est une réflexion qui est de plus en plus importante dans les luttes abolitionnistes en Amérique du Nord et qui me semble extrêmement importante dans ce contexte de pandémie, puisque toutes les luttes contre le validisme, les luttes handi, nous montrent le besoin que l'on a de penser en dehors de l'État comment nous prenons soin des uns des autres. Et la faillite actuelle des politiques sanitaires nous montre que l'État se fiche pas mal en fait de notre santé et que c'est bien par l'auto-organisation de nos communautés, en prenant soin les uns les autres, qu'on peut espérer sortir de cette situation pandémique. Oui, parce qu'on le rappelle, et vous le dites aussi, on observe que les personnes non valides sont davantage la cible de politique carcérale et de la police. Aux États-Unis, 30-40% des victimes de la police sont porteuses de handicap. Ça veut dire que il y a de nouvelles vagues qui doivent faire front ensemble, vous l'avez dit, front féministe, front écologiste, front validiste. Ça doit être un combat sur tous les fronts. Oui, en tout cas, c'est une perspective largement défendue par les abolitionnistes de se dire que nos luttes ne sont pas séparées et qu'il y a effectivement cette réflexion en termes de différents fronts qui ont chacun leur utilité. Il y a par exemple évoqué dans le livre la lutte dans les institutions éducatives pour lutter contre la présence policière dans ces institutions. Lutte décoloniale, lutte menée donc par les populations autochtones dans ces colonies de peuplement que sont les États-Unis ou le Canada, lutte des personnes handi, des personnes dites non valides, lutte des travailleuses et travailleurs du sexe, mais il y a évidemment aussi ce besoin de penser ensemble toutes ces luttes dans une perspective de changement radical de société. Mmh. Vous connaissez Police Watch, ici en Belgique, Gwenola Ricordo? Police Watch, c'est l'observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains. Donc il y a une permanence où tout un chacun, jeune, moins jeune, peut téléphoner entre 10 et 12 heures. Vous en parliez, c'est refaire sens aussi, refaire ensemble cette liberté, cette solidarité, de pouvoir être à l'écoute. Est-ce que de telles pratiques sont mises aussi sur pied aux États-Unis, au Canada ? Oui, alors de ce que j'en connais, ça s'inscrit dans un vaste mouvement qui est celui que l'on va appeler du cop-watching, du recueil de données sur la réalité des activités policières. Et ces pratiques-là ont une longue histoire. On peut penser aux Black Panthers qui, avec ce slogan « Police the Police », faisaient aussi des patrouilles où ils et elles étaient armés pour à la fois renseigner, mais aussi s'opposer aux pratiques policières dans les ghettos noirs, comme l'expression était utilisée à l'époque. Il y a évidemment un intérêt à ces pratiques, puisque déjà d'avoir une connaissance de ce que fait la police est effectivement important. Après, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait en fait de ces informations, et comment on passe de l'enquête, du recueil de données à une perspective politique et quelle est la direction que l'on donne aux pratiques politiques que l'on peut mettre en place autour de ce recueil de données. Mais c'est évidemment important comme étape. On se rend compte depuis quelques années aux États-Unis, puis avec ce recueil de données qui est fait de manière beaucoup plus systématique. Non seulement que les meurtres policiers sont bien plus fréquents que ce qu'on avait pu évaluer il y a quelques années, mais ça a aussi permis de mettre en évidence, alors bien évidemment, le caractère raciste de ces meurtres, la surreprésentation des personnes non blanches, mais aussi la surreprésentation des personnes handi, des personnes souffrant de troubles mentaux. Mais juste pour revenir sur la question de la surreprésentation des personnes non blanches parmi les victimes de meurtres policiers, je voudrais ajouter le fait que, contrairement à ce qui a pu être dit dans le passé, c'est pas parce que les personnes non blanches ont plus d'interactions avec la police qu'elles sont davantage l'objet d'homicides policiers, mais bien parce que, et là je parle dans le contexte des recherches états-uniennes, mais
bien parce que les policiers utilisent davantage la violence lorsque ils et elles ont affaire à des personnes non blanches. Donc c'est pas juste une question en fait de probabilité d'avoir des interactions avec la police, mais c'est bien le caractère raciste de l'utilisation de la violence par la police. Bien sûr. Et comme vous le dites, c'est aussi à nous, citoyens, de dénoncer. J'imagine que George Floyd, cette affaire n'aurait pas eu le tournant qu'on lui connaît s'il n'y avait pas eu des gens dans la rue qui filmaient avec leur téléphone, si le mouvement citoyen ne s'était pas soulevé, s'il n'y avait pas une véritable révolte. C'est ce que vous dites aussi, évidemment, c'est par la révolution qu'on va y arriver. Et c'est à nous tous de faire le pas, d'oser le faire. Alors effectivement, ce qui est intéressant dans les mobilisations qu'il y a eu autour du meurtre de George Floyd, c'est que tout ça a commencé par une personne qui a d'elle-même filmé ce qui était en train de se passer. Et c'est d'autant plus intéressant de le relever que il y a parfois dans les propositions réformistes l'idée de systématiser l'emploi de caméras piétons ou de GPRO, enfin de caméras embarquées par les policiers. Or, ce que l'on voit, c'est que lorsque on dépend de l'institution policière pour la production d'images ou la dénonciation de ce qu'est la violence policière. On coupe d'une certaine façon la branche sur laquelle on pourrait étendre nos mobilisations, nos luttes. Et en ce sens-là, c'est important de dire qu'il faut filmer la police, il faut renseigner ce que la police fait. Bien sûr. Ne pas laisser à la police cet outil-là. Bien sûr. Et enfin, il nous reste 2 petites minutes, Gwenola Ricordo. Est-ce que vous pensez que nos sociétés sont un peu plus prêtes ? On a dit ce mouvement, il n'est pas très vieux, mais enfin, il date quand même des années 70. Est-ce qu'on sent que le combat est en train de s'acheminer vers une issue positive ? Est-ce que nos sociétés sont prêtes au changement ? À celui-là, à la prison, au pénal et à tout le reste ? Alors je ne suis pas forcément optimiste parce que on voit que le système pénal n'est pas simplement extrêmement puissant, mais il agit aussi dans la séduction des cœurs et des esprits. Et l'idée de recourir à la punition est largement admise. L'idée même d'abolir la police a encore un caractère un petit peu scandaleux. Par contre, les discussions que l'on peut avoir comme celle d'aujourd'hui et le fait que, pour la première fois, en 2020, aux États-Unis, on a eu l'émergence dans des espaces publics, médiatiques, relativement larges, des discussions assez critiques sur la police, au-delà même des critiques habituelles, mais des discussions en termes de est-ce qu'on peut imaginer une police qui ne serait pas une police raciste ? Tout ça me donne des raisons d'espérer. Et puis, on voit aussi, dans l'espace français, qui est celui que je connais le mieux, de plus en plus de mobilisation autour de meurtres, d'homicides policiers. Et je pense qu'il y a forcément, avec ces mobilisations autour et contre les homicides policiers, une critique radicale de la police. Et à mon sens, toutes ces luttes contre les homicides policiers s'inscrivent dans un mouvement plus large pour l'abolition de la police. Merci beaucoup, Gwenola Ricordo. On le rappelle, votre livre 13-12 raisons d'abolir la police aux éditions Luxe. Et puis vous parlez de mobilisation. Je vous propose de prendre note de ce site internet, cette plateforme www.litchi.com, Leetchi, litchi.com, en soutien à Alan Abouda, le fils de Sourour et sa famille, pour faire des dons donc, sur cette cagnotte. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À très bientôt et merci à tous d'avoir choisi de nous écouter. Bonne soirée et à très bientôt.